Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre en fait à mieux gérer vos émotions. Plus précisément, j'aimerais que vous arrêtiez de croire que vos émotions sont la réalité, sont la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens qui, on va dire, n'ont pas été entraînés pour gérer leurs émotions, pour manipuler leurs émotions, ont le défaut de croire que leurs émotions sont la vérité. Par exemple, si je vois quelqu'un qui doute, il va immédiatement se demander si il a vraiment les capacités pour réussir à faire ce qu'il a à faire. Si je vois quelqu'un qui a peur, je le verrai immédiatement se dissuader de faire, on va dire, sa mission, d'atteindre son objectif ou je ne sais quoi encore. Il va essayer de se dire non, c'est pas le bon moment, là, je le sens pas ou je ne sais quoi encore. À l'inverse, toutes les personnes qui arrivent à faire des choses extraordinaires, toutes celles qui arrivent à vivre leur propre vie plutôt que, on va dire, d'être enfermées dans la vie que les autres ont prévue pour eux, ils ont la capacité, ils ont développé la capacité, ils ont été obligés de le faire, de manipuler leurs émotions volontairement et consciemment pour choisir l'émotion dont ils ont besoin afin de faire ce qu'ils ont à faire. Autrement dit, quand ils vont commencer à avoir un doute qui va arriver, au lieu de dire directement « Tiens, est-ce que j'accepte ?» Enfin, au lieu d'accepter directement le doute et de se dire « Oh mon Dieu, est-ce que je vais y arriver ?» C'est plutôt « Tiens, je doute. Pourquoi je doute? À quoi ça me sert? Ah là, ça me sert strictement à rien parce que je dois passer à l'action. Ok, je change. Je change d'émotion. » Et je vous montrerai justement aussi comment on change d'émotion. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à faire ça encore une fois? Parce que si vous laissez ces émotions dicter votre vie, vous allez être enfermé en fait dans un schéma qui a été, on va dire, que vous avez appris dès votre enfance. Par exemple, si j'apprends à une personne dès son enfance que fais gaffe, fais pas des choses nouvelles, tu risques de te planter et il n'y a rien de pire que de se planter. Donc quand elle va commencer à s'approcher de quelque chose de nouveau, même si c'est son rêve, qu'est-ce qui va se passer immédiatement dans son esprit? Oh mon Dieu, c'est quelque chose de nouveau, c'est un danger, ah j'ai peur. Si j'ai peur, je m'en éloigne. Félicitations, vous venez de condamner un enfant, condamner une personne à avoir une vie de merde pour le reste de sa vie et elle n'aura aucune idée pourquoi. Il y a notamment 5 émotions que j'aimerais, on va dire, vous permettre de prendre un peu de distance et d'arrêter en fait de leur faire confiance directement. Dès que vous arriverez à vous séparer de ces 5 émotions, vous verrez que vos chances de réaliser des choses extraordinaires sont nettement plus élevées. La raison est extrêmement simple, les 5 émotions que j'ai choisies sont les émotions en fait qui poussent les 3/4 des gens à laisser tomber. Allez, justement, première émotion, le doute. Quand les gens doutent, immédiatement ils sont submergés par cette émotion. Pourquoi? Parce qu'elle est désagréable, ils n'en ont pas l'habitude et surtout, on leur a appris qu'ils ne sont pas supposés douter. Ils sont supposés avoir toutes les réponses, ils sont supposés savoir ce qu'ils font ou je ne sais quoi encore. Alors, la seconde où vous allez commencer à avoir des doutes, vous allez commencer à vous dire, est-ce que j'ai vraiment les capacités d'y arriver? Est-ce que je ne devrais pas laisser tomber? Est-ce que je ne devrais pas faire ça une autre fois? Est-ce que je ne devrais pas je ne sais pas quoi encore? Résultat, quand vous doutez, vous ne passez jamais à l'action. Et c'est là que c'est bâtard un peu avec le doute, c'est que tant que vous êtes dans l'inaction, vous ne faites que renforcer le doute. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous dire « je vais me laisser un peu de temps pour y réfléchir », vous allez en fait vous mutiler. Pourquoi? Parce que les gens qui doutent tout le temps, vous allez les reconnaître, ce sont des gens en fait qui ne passent jamais à l'action. À l'inverse, des gens qui sont tout le temps dans l'action n'ont pas le temps de douter. Ils savent qu'ils ne vont pas y arriver de toute façon. Ça fait des centaines de fois qu'ils font des choses nouvelles et à chaque fois ils n'y arrivent pas. Donc ils n'ont même plus de doute. Ils se disent juste « ouais, c'est normal que je ne vais pas y arriver, ça fait partie du jeu. Je ne sais pas encore comment faire ». Le doute justement, comment est-ce que ça marche? Quand je vous dis que le doute ne repose pas sur la réalité, voilà ce que je veux dire. Imaginons que vous êtes un enfant et depuis tout petit, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez au bout de 3 essais. Ce qui va se passer en fait dans votre cerveau, parce que lui, il est là pour une seule raison, c'est essayer d'anticiper ce qui va se passer dans le futur pour vous permettre de savoir si quelque chose est dangereux ou pas. Et sa façon d'anticiper, en fait, c'est la chose suivante. Imaginons toute votre vie, vous avez réussi à tout faire en 3 coups. Il va vous dire, ok, il y a une règle que je vais te créer maintenant. C'est que tout ce que tu veux faire en 3 coups, ça passe. Et si ça passe pas, c'est dangereux. Ça peut être compliqué, c'est nouveau ou je ne sais quoi encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne qui arrive tout en 3 coups? Le jour où je la mets sur un projet et qu'elle est déjà à 6 coups et qu'elle n'a toujours pas réussi, immédiatement, elle va douter. En aucun cas, son doute veut dire qu'elle ne va pas y arriver. En aucun cas, son doute va dire que ne va pas y arriver. En aucun cas, son doute veut dire que la personne sera incapable de surmonter l'obstacle ou je ne sais quoi encore. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, le schéma dans lequel elle est sort de son schéma normal et du coup, elle va se mettre à, on va dire, justement à douter. À se dire, tiens, il y a quelque chose que je ne connais pas, il y a de l'inconnu, il y a possiblement un danger. Pourquoi est-ce que ce truc-là n'a aucun lien avec la réalité? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une preuve que vous n'allez pas y arriver? Parce que si je prends l'inverse maintenant, je prends quelqu'un qui toute sa vie a eu besoin de 500 essais pour faire n'importe quoi. Quand il va être à son 6e essai, est-ce que le doute à votre avis va se déclencher? Bah non. Parce que lui, en fait, il a l'habitude, cette personne a l'habitude
de tout réussir, mais seulement en 500 coups, pas avant. Donc quand elle sera à 6 et que ça ne marche toujours pas, elle se dira juste « bah je viens à peine de commencer en fait, pourquoi est-ce que tu voudrais que je doute ?» Et du coup, elle continuera à avancer comme ça. La raison pour laquelle je vous parle de ce truc, c'est que les gens, ils vont avoir des projets normaux pendant pratiquement toute leur vie. Ces projets normaux ne sont pas si difficiles que ça, ce qui fait qu'en quelques essais, ça passe. Et un jour, ils vont se dire « tiens, maintenant j'ai une idée, j'ai un projet hyper ambitieux, je veux réaliser mon rêve ». Et ces personnes-là, en fait, sans s'en rendre compte, elles vont garder le même seuil qu'elles avaient pour les projets normaux. Donc si vous réussissez tous les projets normaux en 3 coups, vous allez commencer à approcher de votre rêve avec le même seuil, 3 coups. Et comment vous dire que vous n'arriverez jamais à réaliser quoi que ce soit d'intéressant, quoi que ce soit d'ambitieux, en seulement 3 essais. Ce qu'il faut faire en fait à ce moment-là, c'est tout simplement augmenter votre seuil. Comment est-ce qu'on peut augmenter son seuil? De plusieurs façons différentes. Il y a justement la façon la plus brutale. Vous allez vous lancer dans des projets de plus en plus difficiles, jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que c'est difficile, ça vous demande en fait de plus en plus d'essais. Évidemment, dit comme ça, c'est logique. Mais ce qu'on essaie en fait vraiment de retaper dans votre cerveau, c'est ce seuil que votre cerveau a créé et qui du coup, il faut manipuler. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas juste le manipuler en disant « Ok, bon, à partir de maintenant, je suis prêt à échouer 10 fois. » Ouais, mais qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas faire 100 fois en fait? Qu'il ne vous faudra pas 100 échecs pour réussir? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne vous en faudra pas 1000? Et puis aussi, il y a la fréquence des échecs. Parce que c'est quelque chose d'échouer 10 fois en 3 mois et 10 fois en 1 heure. Ce n'est pas du tout le même ressenti. Et justement, ces personnes qui ont la capacité de faire des choses extrêmement ambitieuses se sont amusées à bouger leur seuil de toutes les façons possibles et imaginables. Donc voilà, première méthode, c'est la force brute. Je vais me lancer dans des projets de plus en plus durs, de plus en plus difficiles, de plus en plus, on va dire, inaccessibles pour moi, qui vont demander de plus en plus d'efforts, et ça va juste en fait tranquillement monter mon seuil. Le problème de cette méthode, c'est que ça prend trop de temps. Alors la deuxième méthode que les gens utilisent, c'est tout simplement de se créer une croyance qui dit que le doute n'est rien d'autre qu'un parasite. Le doute ne fait que se déclencher automatiquement après avoir dépassé un certain seuil. Et leur méthode à eux, c'est de se dire que même si j'ai dépassé ce seuil et que c'est inconfortable, je dois continuer à travailler. Et là, du coup, on va dire, le bon côté de cette deuxième méthode, c'est qu'elle change les règles du jeu. Dans les premières règles du jeu, je devais me lancer dans des projets de plus en plus compliqués pour monter mon seuil et du coup, ne pas ressentir de doute, on va dire, beaucoup trop violemment. Dans la deuxième approche, j'accepte d'être dans le doute, j'accepte de ne pas avoir de garantie sur le fait que ça va marcher et je m'en tape complètement. Je m'en tape complètement parce que je réalise que tous les projets importants dans ma vie n'ont jamais été sûrs. Quand vous allez sortir avec quelqu'un, vous n'êtes absolument pas sûr que la personne sera avec vous le reste de votre vie. Quand vous allez choisir un travail, vous n'avez absolument aucune idée, absolument aucune certitude qui va vous permettre d'être épanoui jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous allez je ne sais pas quoi encore, vous ne connaissez pas le futur. Et cette deuxième étape, enfin cette deuxième approche, permet complètement de court-circuiter ce besoin de faire monter ce seuil et juste de se dire, c'est ok si je doute de temps en temps, mais le doute n'est pas synonyme d'inaction. Le doute ne doit pas m'empêcher d'agir quand même. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous avez passé beaucoup de temps à agir, même en étant dans le doute? Vous allez vous rendre compte que le doute ne sert à rien et vous allez vous en séparer. Et enfin, il y a une troisième méthode qui est un peu moins, on va dire, violente au niveau de vos croyances. C'est tout simplement de voir que les autres, que d'autres personnes avant vous, ont eu besoin de 100 fois plus d'essais pour atteindre leurs objectifs. Et du coup, vous-même, vous allez venir calquer votre seuil sur eux. À quoi je pense par exemple? Je pense à Edison qui a inventé, je crois que la lampe incandescente, si je ne dis pas de bêtises. Et il a fait ça en plus de 1000 essais. Donc dès que je comprends qu'un mec qui est un savant, un mec qui est un chercheur, un mec qui est je ne sais quoi encore, a eu besoin de 1000 essais pour réussir. Tout de suite dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je me dis ok, je peux du coup m'autoriser à ne pas douter de moi, à faire des essais encore et encore, tant que je n'ai pas atteint le seuil de 1000. Et vous pouvez aller aussi haut que vous voulez. Et à force de faire cet exercice, de trouver des gens en fait qui sont moins bons que vous, ou plutôt qui sont engagés dans des projets qui étaient nettement plus ambitieux et qui leur ont demandé d'échouer des milliers et des milliers de fois, vous allez commencer à vous dire que c'est bon, je me suis entouré de gens autour de moi qui ont échoué des milliers de fois avant d'avoir ce qu'ils voulaient. Je comprends alors que la norme, c'est d'échouer des milliers de fois avant de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc là, en fait, ce troisième élément, c'est de jouer sur votre environnement.
Il y a quelqu'un qui disait, Jim Rohn, qui disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus ». Alors, ça c'était vrai avant l'âge d'Internet. Maintenant, c'est plutôt vous êtes la moyenne des 5 personnes sur qui vous vous renseignez le plus. Pourquoi? Parce que maintenant, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez regarder des interviews, vous pouvez vous regarder des biographies, vous pouvez je ne sais pas quoi encore. Donc, autrement dit, si vous vous entourez de gens, ou si vous pensez sans cesse à des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie et qu'ils ont tous échoué des milliers de fois avant de réussir, tout simplement, votre cerveau va s'adapter, va se dire « Ok, la norme, ce qui est normal dans ce monde, c'est d'échouer des milliers de fois avant de réussir. » Et du coup, vous allez commencer à déplacer votre seuil comme ça. En déplaçant votre seuil, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez beau échouer des milliers de fois, vous ne connaîtrez plus le doute. Et c'est dans ce sens en fait, que je veux vraiment vous dire que le doute n'est en rien lié à la réalité. Ce n'est pas parce que vous doutez que ça veut dire que vous n'avez pas les capacités. Non, ça veut juste dire que vous avez un seuil de merde qui vous fait croire que vous n'y arriverez jamais. À la place, déplacez le seuil, apprenez ce que vous avez à apprendre, développez vos capacités et ensuite faites ce que vous avez à faire. La deuxième émotion on va dire que j'aimerais que vous commenciez à prendre un peu de distance, c'est le sentiment d'être nul. Le doute, c'est le sentiment de ne pas avoir les capacités. Le sentiment d'être nul, c'est vraiment de se dire « je suis une merde ». Et celui-là, c'est à peu près le même délire. Il y a aussi une histoire de seuil. Comment est-ce qu'on crée ce seuil? Ce n'est pas le même seuil qui est sur le doute, qui est le nombre de tentatives. C'est le nombre de résultats qui est mauvais. Effectivement, les deux sont liés. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent nul va forcément douter. Par contre, quelqu'un peut douter sans forcément se dire qu'il est nul. Elle est là en fait. C'est pour ça que je fais une nuance. Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez voir que quand vous allez faire des choses audacieuses, vous n'allez pas douter votre compétence. Par contre, vous allez quand même vous dire « Ah ouais, mais par contre, je ne suis pas vraiment le couteau le plus aiguisé du tiroir. » J'en vois d'autres qui arrivent en 3 fois moins de temps que moi. Là, je me sens vraiment nul. Vous voyez, c'est cette émotion-là en fait que je veux enlever. Et celui-là, en fait, ce seuil-là, il est encore plus stupide. C'est qu'il va juste se baser sur la référence que vous avez en tête. Imaginons, je suis un génie. Je suis super intelligent. Je peux, on va dire, résoudre n'importe quel problème en 3 mois ou je ne sais quoi encore. Et je suis entouré de gens qui sont aussi des génies, qui peuvent faire la même chose que moi, mais en 2 semaines. J'aurai l'impression d'être nul. J'aurai le sentiment d'être nul. J'aurai le sentiment de servir à rien. J'aurai le sentiment que je n'ai pas ma place. Pourquoi? Parce que ma référence, c'est de prendre des gens encore plus talentueux ou je ne sais quoi encore. Donc comment on fait du coup pour manipuler ce seuil, cet élément, cette référence? Vous allez juste arrêter de vous comparer à des gens qui ont tout réussi alors qu'ils avaient l'âge de 8 ans. Vous allez arrêter de croire que vous avez besoin d'être Mozart pour faire quoi que ce soit. Et vous allez juste vous dire, je m'en fous complètement de ce que les autres ont réussi à faire. Tant mieux s'ils ont une vie plus facile. Tant mieux s'ils ont été mieux, on va dire, éduqués, on va dire, qu'on a aidé à leur développement ou je ne sais quoi encore. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Je dois donc trouver le moyen de réussir avec mes propres critères, avec mes propres seuils. Là, en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour, on va dire, faire des choses extraordinaires pour vous. Ce sentiment d'être nul, vous allez vous faire avoir parce qu'on nous a appris dans notre société qu'être nul, il n'y avait rien de pire. Autrement dit, on a développé notre capacité à, on va dire, avoir peur d'être nul. Et là, on arrive justement sur le 3e élément que j'aimerais que vous appreniez à détruire, que vous appreniez à prendre un peu de distance, c'est la peur, ou plutôt toutes les peurs, toutes les formes de peur. Qu'est-ce que je veux dire par toutes les peurs? Il faut savoir que l'être humain, à la base, quand il naît, il n'a que 2 peurs. La peur de tomber de haut et la peur des bruits forts. C'est pour ça que quand il y a une explosion ou un retentissement ou je ne sais quoi encore, tout le monde se retourne instinctivement. On a besoin de savoir ce que c'est. La peur de tomber de haut, elle est assez évidente. Toutes les autres peurs que vous avez, ce sont des peurs qui vous ont été inculquées, on vous les a apprises. La peur d'échouer, c'est une peur qui a été fabriquée de toutes pièces. Échouer, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que quand vous regardez même les animaux apprendre ou je ne sais quoi encore, ils échouent en permanence. Comment est-ce qu'ils échouent? Ils apprennent on va dire, en jouant. C'est pour ça que vous voyez les bébés de n'importe quelle espèce, ils sont en train de jouer, mais en fait, ils sont aussi en train d'apprendre. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de jouer? Des fois, il y a leurs parents qui se disent « Ah non, ça c'est nul ce que tu as fait », ils leur mettent une baffe, et fait « Vas-y, recommence ». Donc, ils sont en train d'échouer. Mais ils sont pas, on va dire, ils ne se sentent pas nuls parce qu'ils ont échoué. Ils vont juste recommencer jusqu'à ce que ça marche. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous a, encore une fois, créé cette peur de toute pièce d'échouer? Parce que plus tard, à l'école, on vous a appris ça, mais plus tard, vous êtes supposé avoir un emploi. Et dans cet emploi, vous n'êtes pas supposé faire d'erreur. Vous n'êtes pas supposé vous tromper. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? On s'est dit, tiens, on va mettre dans la tête des gens la peur de se tromper.
Comme ça, ils vont faire hyper gaffe tout le temps. Et quand ils seront dans un poste, bah, ils auront tellement peur de se tromper qu'ils vont eux-mêmes se réguler ou je ne sais quoi encore. Le problème de cette approche, c'est on vous a optimisé pour trouver un emploi, on va dire dans une entreprise classique. Et en fait, on vous a détruit, mutilé sur absolument toutes les facettes de votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre votre rêve, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez essayer de faire quelque chose d'ambitieux et que vous allez du coup vous tromper des centaines de fois? Ben vous arriverez jamais à vous tromper des centaines de fois parce qu'au bout de 10 fois, déjà, vous allez abandonner. Donc c'est cool de nous avoir appris à avoir un job et avoir peur de l'échec. Le problème, c'est qu'on va massacrer absolument tout le reste de notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez sortir avec quelqu'un et que ça se passe mal, puis une autre personne et ça se passe encore mal? Là aussi, vous allez vivre ça comme un échec et du coup, vous allez dire, c'est bon, maintenant j'arrête de sortir avec les gens, j'arrête de leur donner des chances, j'arrête de m'adapter ou je ne sais quoi encore, c'est fini pour moi. Vous comprenez vite que vous ne pouvez pas vous amuser à vous traîner cette peur, n'importe quelle peur d'ailleurs, si vous avez décidé que vous voulez faire des choses ambitieuses pour votre vie. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour se débarrasser de ces peurs? Première étape, on comprend que toutes les peurs qu'on a aujourd'hui, à part les deux dont je vous ai parlé, celle de tomber de haut et des bruits forts, toutes ces peurs ont été inculquées. Autrement dit, elles ne reposent sur rien. C'est pas parce que j'ai peur d'échouer que je vais échouer. Pourquoi? Parce que, imaginons, j'ai peur d'échouer. Je décide d'échouer jusqu'à ce que j'y arrive. Donc en gros, à chaque échec, je vais apprendre quelque chose. À un moment, je vais y arriver. Est-ce que du coup, parce que j'ai eu peur d'échouer, je vais pas y arriver? Bah non, parce que toutes les fois où vous avez réussi à faire des choses extraordinaires dans votre vie, justement, c'est quand vous avez dépassé cette peur. Donc premier élément, déjà, vous allez comprendre que toutes les peurs ne reposent sur rien. Deuxième élément, vous allez comprendre aussi que vous pouvez avoir peur d'un truc, mais à la seconde où vous confrontez la peur, elle disparaît. Ça, c'est un exemple que je reprends très souvent. Imaginons que je prends quelqu'un qui a peur du noir. Il n'a pas vraiment peur du noir, il a peur de ce qui se cache dans le noir. C'est comme un enfant qui aurait peur du monstre qui est sous le lit. Il n'a pas peur qu'il y ait véritablement un monstre sous le lit, c'est juste qu'il ne sait pas ce qu'il y a sous le lit, étant donné qu'il fait noir ou je ne sais quoi encore. À la seconde où vous allumez la lumière, où vous lui montrez qu'il n'y a rien, et qu'il peut aller voir, il peut aller toucher ou je ne sais quoi encore, il peut même mettre un doudou à la place ou je ne sais quoi, la peur s'envole. Autrement dit, pour vous débarrasser de vos peurs, vous devez vous confronter à elles. C'est une de mes clientes qui me disait ça, elle me disait, en fait, moi je faisais de l'équitation avant, une fois je suis tombé, et on m'a fait remonter tout de suite alors que j'avais pas envie, et puis j'ai continué, et puis c'est bon, c'est passé. A l'inverse, je connaissais quelqu'un au même club d'équitation, elle était tombée, elle ne voulait pas remonter, on ne lui a pas fait remonter, elle n'est plus jamais remontée sur un cheval. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à se créer des peurs comme ça assez rapidement aussi? C'est que notre cerveau, en fait, c'est une machine pour nous permettre de survivre, qui optimise notre survie. Donc quand il se passe quelque chose de négatif, quand on se blesse ou je ne sais quoi encore, le cerveau essaie tout de suite de se dire « Ok, comment c'est arrivé? Pourquoi ?» Et quand elle est tombée et qu'elle a vu son cheval, le cerveau a fait de l'association cheval égale douloureux. Et du coup, il n'a jamais pu remonter. C'est pour ça qu'on vous fait remonter très très vite quand vous tombez normalement. C'est parce qu'en fait, on veut casser cette association. C'est juste, t'es tombé, ça arrive. Mais c'est pas à cause du cheval, c'est pas à cause de l'équitation, c'est pas à cause de ton activité ou je ne sais quoi encore. Donc quand vous allez avoir une peur, pour vous en débarrasser, première étape, vous rendre compte qu'elle ne repose sur rien. Elle repose peut-être sur une expérience dans le passé, mais qui, on va dire, plus liée à un espèce de trauma qui vous fait faire un raccourci très rapide, cheval égale douloureux, plutôt qu'une véritable réalité. Deuxième élément aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que la meilleure façon de défoncer une peur, c'est de s'y confronter tout de suite. Vous avez peur d'échouer? Amusez-vous à échouer. Lancez un projet sans importance. Lancez-vous dans la résolution d'une énigme sans importance. Je sais pas, un petit jeu où vous devez répondre à une devinette ou je ne sais quoi encore. Trompez-vous des dizaines de fois et rendez-vous compte qu'il n'y a pas de problème. Rendez-vous compte que c'est pas si grave. Rendez-vous compte que même si vous vous trompez pour un truc plus ou moins grave, en fait on s'en fout parce que si vous étiez incapable de savoir le faire correctement, vous étiez condamné à vous tromper. Et là le but, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que la peur de l'échec ne tient debout que s'il est possible de réussir à tous les coups, on va dire de la bonne façon. Mais étant donné que vous ne connaissez pas cette bonne façon, vous êtes condamné à échouer. Et vous, du coup, ça ne sert à rien d'avoir peur d'un truc qui va arriver naturellement. J'accompagnais un médecin justement qui me disait, moi ce qui me saoule vraiment, c'est que dans mon boulot, je vois que des gens malades. Je sais, ça a l'air stupide, mais c'est ça en fait le cerveau quand vous y faites pas gaffe. La personne était tellement démoralisée de voir que des gens malades, que des gens qui avaient des bobos, que des gens qui avaient besoin de son aide ou je ne sais quoi encore, qui se disaient « Oh là là, il y a trop de souffrance dans ce monde. »
Non, c'est juste que dans ton job, tu vas avoir beaucoup de malades. Et c'est pareil pour la peur. Vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qui est normal pour moi? Ah ok, ce qui est normal d'après les autres, c'est de réussir tout le temps, c'est d'avoir des bonnes notes ou je ne sais quoi encore. Ben, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes anormal? La peur va se déclencher tout de suite. Pourquoi? Parce que votre cerveau imagine qu'il y a une menace. Et du coup, cette menace va être, ok, il ne faut pas que tu aies de mauvaises notes. Je pense que vous avez tous eu une mauvaise note dans votre vie et vous n'en êtes pas mort, normalement. Ou du moins, vous êtes pas en train de regarder cette vidéo. Allez, ça c'est le deuxième élément, deuxième émotion que j'aimerais justement vous commencer à prendre un peu de distance, c'est la notion de peur, toutes les peurs. Quatrième émotion que j'aimerais vraiment où vous commencez à vous séparer, la honte et la culpabilité. Pareil, la honte et la culpabilité en fait sont des émotions qui ont été créées de toutes pièces. Ce sont des émotions qui ont été créées liées au fait que on est des créatures sociales, il y a une espèce d'ordre, il y a une espèce d'ordre général à suivre et tous les gens qui vont pas se comporter comme tout le monde ou je ne sais quoi encore, on va leur créer une espèce de punition. Et généralement, la honte et la culpabilité va arriver ici. Qu'est-ce que je veux dire par honte et culpabilité? Typiquement, je prends quelqu'un qui n'a pas le courage de se lancer dans ses projets. Il ne va pas juste se dire, ok, qu'est-ce qui m'empêche de me lancer? De quoi est-ce que j'aurais besoin pour me lancer? Non, il va être honteux tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il va être honteux? Parce qu'il va se dire, ah ouais, mais je suis supposé être quelqu'un qui respecte ses engagements. Je suis supposé être quelqu'un qui, on va dire, fait ce qu'il a envie de faire et il ne laisse pas les autres lui décider à sa place ou je ne sais quoi encore. Et étant donné que je n'agis pas de cette façon-là, tout de suite je vais me sentir honteux, tout de suite je vais être coupable, me sentir coupable de ne pas être à la hauteur ou je ne sais quoi encore. Comprenez que cette merde est encore moins liée à la réalité que la peur, au sentiment d'être nul et même le doute. Pourquoi? Parce que la honte ici naît simplement du fait que vous avez un idéal qui vous dit que normalement vous auriez dû faire X et Y. Dans le monde réel, c'est pas du tout pareil que la théorie. Le monde réel, c'est le bordel. Et quand c'est le bordel, il y a plein de fois où vous auriez dû faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec cette émotion? C'est que quand vous avez de la honte et de la culpabilité, vous n'allez rien apprendre. C'est ce qu'on voit typiquement en fait à la télé ou je ne sais quoi encore, quand un homme politique par exemple se fait gauler parce qu'il a détourné de l'argent ou je ne sais quoi encore, il va se sentir honteux, il va se sentir coupable. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'apprendre de sa leçon et de dire ouais les gars franchement j'ai abusé, j'ai fait n'importe quoi, blablabla. Non, il va se défendre. Et il est là le problème, c'est que quand vous êtes honteux ou que vous ressentez de la culpabilité, vous allez vous défendre coûte que coûte, même si vous avez l'air stupide. Autrement dit, vous n'allez rien apprendre, vous allez même renforcer le comportement qui vous a mis dans la merde. Quelqu'un qui se sent honteux d'avoir, on va dire, mal géré une situation, et ça, je pense que vous l'avez déjà vu au travail, quelqu'un qui se sent honteux d'avoir fait une connerie, va se défendre comme pas possible, va commencer à expliquer que la connerie a eu lieu non pas à cause d'elle, mais à cause d'éléments extérieurs, et qu'il ne faut surtout pas la blâmer. Qu'est-ce qui va se passer 3 semaines plus tard? Elle va faire la même connerie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien appris. Quand vous vous débarrassez de la honte et de la culpabilité, vous vous rendez compte que vous n'avez pas agi comme vous vouliez, vous n'avez pas, on va dire, réagi face, on va dire, à la situation comme vous le souhaitiez, vous allez juste prendre de l'information, vous dire « Ouais, c'est vrai, j'étais pas à la hauteur. » Et c'est OK. C'est OK parce que justement, je suis dans le processus de devenir quelqu'un qui est capable de faire des choses difficiles. Donc si aujourd'hui, je n'y arrive pas, c'est normal. Et quand vous allez commencer à dédramatiser, vous allez commencer à pouvoir apprendre. OK, pourquoi je n'ai pas réussi à le faire? Je n'ai pas réussi à le faire parce que si je disais quelque chose à mon chef, il serait passé pour un con devant tout le monde parce que justement, il y avait ses supérieurs juste à côté de lui. OK, la prochaine fois, je lui dirai, mais juste entre nous, quoi. Vous voyez, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir apprendre. À l'inverse, si vous commencez à cultiver la honte et la culpabilité, c'est ce qu'on fait chez les enfants, on les pousse à, on va dire, se sentir mal, se sentir coupable quand ils font une bêtise ou je ne sais quoi encore. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils ont énormément de ressentiment. Ils n'ont pas vraiment compris pourquoi c'était mal ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'émotion qu'il y aura derrière sera horrible. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes en capacité de comprendre que certaines situations, on va dire, vous n'allez pas être à la hauteur, parce que vous n'avez pas été assez préparé, parce que vous n'avez pas été assez entraîné ou je ne sais quoi encore, et c'est OK. C'est littéralement ça le but de la vie, apprendre, s'adapter. La honte et la culpabilité, comment est-ce que moi je m'en suis débarrassé? Quand je me suis rendu compte que toutes les personnes qui avaient honte et qui se sentaient coupables ne faisaient rien de leur vie. Pourquoi? Parce que la méthode la plus simple pour ne jamais être, on va dire, insuffisant, pour ne jamais être dans une situation où vous n'êtes pas à la hauteur, c'est de rien faire.
Et la honte et la culpabilité en fait sont tellement puissantes, génèrent tellement de souffrance, que les gens sont capables de mettre leur vie entière en pause juste pour ne jamais ressentir ça. Et étant donné que moi, je veux faire des choses grandioses, étant donné que moi, je veux permettre à d'autres personnes de rêver et d'avoir une vie qui leur permet de s'épanouir, je ne sais quoi encore, je ne pouvais pas me permettre d'avoir ces émotions-là. Donc à chaque fois que je me sens honteux ou coupable d'un truc, je me dis ok, je vois le truc arriver. Je sais pas, par exemple, j'avais un engagement à tenir et j'ai pas pu le tenir. Je vois le truc arriver, je fais non, j'ai pas besoin de toi. Ce que j'ai vraiment besoin là, c'est d'analyser la situation. Ce que j'ai vraiment besoin là, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas tenu mon engagement alors que je voulais vraiment le faire. Et je vais comprendre que c'était un concours de circonstances. Que ce concours de circonstances, j'aurais pu l'anticiper si je savais quoi regarder ou je ne sais quoi encore. Et à partir de là, dès que j'ai appris quelque chose, la honte et la culpabilité disparaissent. Parce que justement, la honte et la culpabilité n'ont de sens que si vous n'avez pas trouvé de solution. Mais si vous avez trouvé une solution pour devenir meilleur, ces émotions n'ont plus lieu d'être. Dernière émotion que vous devez détruire, l'impatience. Et l'impatience sera encore plus forte quand vous serez sur un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez vraiment envie de l'avoir. Et quand vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose, vous voulez l'avoir maintenant. Le problème de cette impatience, c'est qu'elle va vous pousser à perdre votre lucidité à la seconde où les choses prennent plus de temps que prévu. Vous allez tellement perdre votre lucidité que quand vous voyez quelqu'un d'impatient, de vraiment impatient, parce qu'il n'a pas eu son truc maintenant, parce qu'il ne l'a pas eu demain ou après-demain, il va se dire il ne l'aura jamais. Et ça c'est faux, dans le sens où l'impatience vous pousse à croire que l'échelle des temps est incroyable, que ça prendra trop de temps pour faire X ou Y, alors qu'en fait si vous attendiez juste une semaine d'effort, je ne sais quoi encore, vous pourriez largement attendre et ce ne serait pas la fin du monde. L'impatience, quand vous la ressentez à un moment donné, vous fait croire que si vous n'y arrivez pas maintenant, vous n'y arriverez jamais. Et si vous succombez à l'impatience, si vous succombez à la pensée qui vous dit que tu n'auras jamais ce que tu veux, inconsciemment, vous allez abandonner. Et quand vous abandonnez, effectivement, les choses prendront encore plus de temps. C'est ce qui se passe avec toutes les personnes qui veulent, on va dire, être en couple ou je ne sais quoi encore. Elles en ont trop marre, elles se focalisent uniquement sur l'instant présent où elles ne sont pas en couple et commencent à créer de plus en plus d'impatience. Alors le jour où ils ont l'opportunité d'être en couple, ils commencent à mettre des attentes abusées sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Il faudrait qu'elle soit parfaite, il faudrait que, on va dire, on s'entende bien, il faudrait qu'elle ait les mêmes goûts que moi, il faudrait que machin. Et ça, c'est l'impatience en fait qui parle. Vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie que ça marche tout de suite, vous avez envie de ne pas avoir de problème. Et c'est ça en fait qui va vous massacrer quand vous allez faire des choses, on va dire, extrêmement ambitieuses. C'est que quand vous faites des choses ambitieuses, elles sont forcément difficiles. Elles prennent forcément du temps. C'est pour ça en fait que très peu de gens y arrivent. Là, du coup, qu'est-ce que se disent les gens qui ont de l'impatience? Ils vont avoir de l'impatience, non pas sur les résultats, mais sur les moyens à déployer. Par exemple, s'ils veulent avoir un certain résultat, moi par exemple, qui suis en train de me dire, tiens, je veux aider le maximum de gens possible sur YouTube, sur Internet, et du coup, je vais utiliser YouTube comme média pour, on va dire, me servir de mégaphone. J'ai une impatience énorme sur les efforts à fournir, mais je n'ai aucune impatience sur les résultats. Ça prendra quand ça prendra. Par contre, moi, ce que je contrôle à 100%, c'est les efforts que je vais déployer. Donc tous les jours, je vais faire une vidéo. Tous les jours, je vais aussi faire 5 shorts, des formats courts. Et quand vous regardez ça, la majorité des gens se diraient « Ah ouais, mais là, c'est beaucoup trop. Tu devrais faire une vidéo par semaine, comme tout le monde. » Oui, et tout le monde, justement, il est là mon problème. Quand vous suivez le guide de tout le monde, qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Vous obtenez le résultat de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe avec le résultat de tout le monde sur YouTube? Tout le monde a une chaîne de merde où il n'y a personne dessus, où c'est inintéressant. Donc moi, si je veux avoir un résultat différent, il faut forcément que je déploie des moyens différents. Donc c'est là que j'ai de l'impatience énormément sur la quantité d'efforts que je vais déployer. Par contre, j'ai aucune idée de quand ça va marcher. Dans ma tête, je me dis, ok, je vais faire des tests pendant au moins 18 mois. Pendant 18 mois, je me tape complètement des résultats que j'ai. Je me tape complètement de, on va dire, est-ce que j'ai réussi ou pas. Je veux juste savoir comment on fait pour s'améliorer. Chaque vidéo, chaque short, chaque commentaire qu'on m'envoie est un feedback pour moi, une boucle de retour pour me permettre de me dire comment est-ce que je peux m'améliorer. Et à force de le faire, je vois que je suis un peu plus à l'aise devant la caméra. Je vois que j'ai des sujets qui sont un peu mieux tournés pour être un peu plus pertinents, je ne sais quoi encore. Du coup, je me dis, ok, je fais ça pendant 18 mois, c'est évident que je vais développer une expertise. C'est évident que je vais développer des compétences que très peu de gens ont. Et à cause de ça, je maximise mes chances de réussir. Ensuite, combien de temps ça va prendre? Je m'en fous complètement parce que ce n'est pas moi qui contrôle ça à 100%. Moi, tout ce que je peux contrôler,
c'est tous les jours, je fais une vidéo longue et 5 vidéos courtes. Et à travers ces vidéos-là, mon but est toujours le même, apporter un maximum de valeur aux gens. Si les gens, on va dire, comprennent leur situation, s'ils arrêtent de souffrir, s'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils souffrent, mon job est fait. Le succès arrivera sur YouTube, quand il arrivera. Ce n'est pas mon problème. Donc soyez impatients sur vos efforts, mais jamais sur les résultats. C'est ça aussi que les gens font, on va dire les gens extraordinaires, ceux qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Vous les voyez travailler, vous vous dites « Waouh, allez tout seul, il fait ça, mais comment c'est possible ?» Comment c'est possible? La raison est simple, on a enlevé toutes les convictions limitantes qu'on avait, on a enlevé toutes nos limites artificielles. Est-ce que j'avais la capacité de faire tout de suite on va dire, ce rythme-là? Absolument pas. J'ai commencé par une vidéo par semaine, comme tout le monde. Et j'étais, on va dire, sur les rotules. Sauf qu'au lieu de m'arrêter là, comme tous les gens, je me suis dit, maintenant je vais en faire 2, puis 3, puis 4. Tiens, j'ai jamais fait de short. Maintenant je vais en faire 1, puis 2, puis 3. Puis à un moment, j'ai commencé à avancer comme ça jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, il y a une méthode qui me permet de faire ça beaucoup plus facilement et sans, on va dire, sans claquer autant d'efforts. Et dès que j'ai commencé à me comprendre que c'est juste une histoire de méthode, je n'ai pas arrêté de raffiner ma méthode. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à tenir ce rythme. C'est évident que si vous y allez juste à la force de votre volonté, vous allez vous planter. Si vous arrivez à vous séparer de ces 5 émotions, qui sont le doute, le sentiment d'être nul, la peur, enfin plutôt toutes les peurs, la honte et la culpabilité et l'impatience, je peux vous assurer que vous passez nettement moins de temps à souffrir, nettement moins de temps à douter de vos capacités, à vous demander si vous allez y arriver ou je ne sais quoi encore, et que vous allez juste passer votre temps à apprendre. Évidemment, il y a d'autres émotions qui vont vous empêcher de combattre, mais ne serait-ce que ces 5-là, qui sont les 5 poisons pour n'importe quel mental, vous permettront déjà de rester lucide bien plus longtemps, d'accepter que les choses prennent du temps, d'accepter que les choses ont un certain, on va dire, un certain fonctionnement et que vous devez juste jouer selon les règles. Dès que vous comprenez ça, vous arrêtez de souffrir complètement parce que vous arrêtez de croire que le monde vous en veut ou je ne sais quoi encore et vous comprenez juste que le monde est comme il est. Et dès que vous commencez à jouer selon des règles qui vous permettent de fonctionner, qui vous permettent de gagner, forcément c'est beaucoup plus simple. Allez, merci à vous et bon courage.